Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, 2-1. Un match évidemment marqué par le penalty raté par Harry Kane qui aurait pu donner l'égalité à son équipe et envoyer le match en prolongation. Il faut bien dire que avec notre banc relativement limité, on n'aurait peut-être pas fait long feu en prolongation, mais bon, on sait jamais, il y a des grosses surprises dans cette Coupe du Monde. On va regarder quelques petites stats assez intéressantes. Vous le voyez à l'écran, Antoine Griezmann avec ses 2 passes décisives, même si bon, la première passe, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une passe décisive? Bref, elle est comptabilisée comme telle. Donc il devient tout simplement le meilleur passeur de l'histoire du foot français, à considérer que cette stat est compilée depuis toujours, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, en tout cas, officiellement, il devient le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Autre stat intéressante, Hugo Lloris, qui avec sa titularisation hier, est devenu tout simplement le Français le plus capé dans l'histoire, donc 143 sélection, c'est quand même un truc de fou, et donc il passe devant notre ami Lilian Thuram. Un sacré accomplissement pour Hugo Lloris, et bon, qui aura encore l'occasion de porter ce record beaucoup plus haut. Alors on va être honnête, cette victoire de l'équipe de France est quand même assez heureuse, parce qu'en fait, on le voit ici sur le fameux attack momentum, que vous savez, j'apprécie particulièrement. La France a vraiment très très bien débuté le match, vous le voyez ici, les Anglais quasiment pendant 20-25 minutes, on ne les a pas vus et notre domination a été marquée par un but. But assez inattendu puisque c'est Aurélien Tchouaméni qui marque d'un très très beau tir des 25 mètres. Le gardien d'ailleurs Pickford n'est peut-être pas parfait sur cette intervention. Mais vous voyez qu'à partir du but français jusqu'au deuxième but, c'est quand même les Anglais qui ont l'essentiel des occasions. Et d'ailleurs, ils seront récompensés par un penalty. Alors, ce qui est quand même dommage, c'est que les 2 penaltys que l'on donne aux Anglais sont sur des actions où le joueur n'est pas forcément très dangereux. Le premier est sur Saka, qui en fait dribble pour revenir vers l'extérieur de la surface. Alors certes, il est sur son pied gauche, mais vraiment Tchouaméni, il va vraiment avec la tronçonneuse, donc c'est quand même pas un penalty très très malin. Et alors encore pire, celui de Théo Hernandez, vous venez de prendre l'avantage 2-1, et alors que la balle arrive vraiment par le dessus, elle est totalement injouable pour Phil Foden, et Hernandez lui rentre dedans comme un gros bœuf. Franchement, faut vraiment avoir de la purée dans la tête pour faire une faute comme ça à ce moment du match où vous devez protéger le score et vous avez une action qui n'est pas dangereuse. Le ballon serait atterri dans les mains d'Hugo Lloris sans aucun problème. Heureusement pour nous, Harry Kane a craqué mentalement puisqu'il envoie le ballon dans les nuages. Et figurez-vous que, je sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment qu'il allait le rater. Mais vraiment le rater, c'est-à-dire pas un arrêt d'Hugo Lloris, mais qu'il allait carrément tirer hors du cadre, je sais pas pourquoi. J'ai eu ce flash. Dommage qu'on puisse pas parier en temps réel sur le penalty raté, mais enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, effectivement, globalement, une domination anglaise, mais bon, une précision chirurgicale de la part des Français, une bonne initiative de Tchouaméni, et évidemment, une magnifique tête d'Olivier Giroud, dont ça faisait quasiment un quart d'heure que je demandais à ce qu'il sorte du terrain. Donc là, j'ai eu par contre une moins bonne intuition parce que on le voyait plus du tout. Et je disais, il faut remplacer Giroud et Dembélé par Coman et Thuram. Et finalement, Giroud, donc après une très belle première action où il est servi par Dembélé, et un très bel arrêt pour le coup de Pickford, sur un très très beau centre d'Antoine Griezmann, une tête vraiment typique d'Olivier Giroud, donc qui donne l'avantage et au final qui donne la victoire à l'équipe de France, qui se qualifie donc pour les demi-finales, la demi-finale, elle va en jouer qu'une, et c'est la première fois depuis 1998 que le tenant du titre se qualifie pour les demi-finales sur la Coupe du Monde suivante. Donc déjà quand même un très très beau parcours de l'équipe de France.
Alors si on entre plus profondément dans les statistiques, la statistique que j'aime bien c'est celle des expected goals. Donc on voit 2,41 pour l'Angleterre contre 1,01 pour la France. Donc la France a surperformé puisque elle met 2 buts avec 1,01 d'expected goals. Et on se dit quand même l'Angleterre, ils auraient mérité mieux avec 2,41. Ouais, mais il faut bien comprendre que dans les 2,41, vous avez plus de 1,5 qui sont dus aux 2 pénaltys. Or, les 2 pénaltys sont concédés sur des actions pas du tout dangereuses. Donc, si on enlève ces 1,5, on se retrouve à peu près 1 dans le jeu. Alors oui, les Anglais ont eu 8 tirs cadrés, mais enfin, j'ai pas l'impression que Hugo Lloris ait fait des miracles. Il a fait deux beaux arrêts dans mon souvenir, mais pas non plus des trucs absolument insensés. Ils ont plutôt tiré à côté, donc bon, ça c'est leur problème, c'est le problème des Anglais. Ils n'ont pas été chirurgicaux devant les buts, mais ça c'est pas notre problème. Donc du coup, on se qualifie, ce qui est vraiment une très très bonne performance, et on peut dire que jusqu'à présent l'équipe de France répond totalement présente. Et on va jouer, et ça c'est quand même la grosse surprise, vraiment ça je n'y croyais pas, vous me direz je ne croyais déjà pas à ce que la Croatie batte le Brésil, mais que le Maroc batte le Portugal, alors là franchement j'aurais pas misé 1 euro et j'aurais eu bien tort. Alors le Maroc qui nous a fait quasiment une bis repetita de sa prestation face à l'Espagne en étant toutefois plus offensif. Mais par contre, défensivement, cette équipe, c'est vraiment du très 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 solide. On va regarder leurs prestations en Coupe du Monde et pour le moment, ils n'ont pris qu'un seul but face au Canada. Mais figurez-vous que ce but, c'est un but contre son camp. C'est-à-dire que hormis ce but-là, ils n'ont pas pris de but contre la Croatie, ni contre la Belgique, ni contre l'Espagne, ni contre le Portugal. Donc autant vous dire que faire sauter le verrou de l'équipe du Maroc, c'est un vrai challenge. Et un challenge que vont devoir relever nos attaquants. Nos attaquants parmi lesquels Kylian Mbappé. Alors si vous suivez les émissions de sport et notamment de football, on nous a suriné depuis une semaine avec Kylian Mbappé par-ci, Kylian Mbappé par-là. La France ne peut pas gagner sans un grand Kylian Mbappé et ceci et cela. C'est Kylian Mbappé face à Kyle Walker. Et le match se résume à ce duel, mais vraiment n'importe quoi. Enfin, moi, je suis stupéfait que dans des émissions de sport où on parle d'un sport collectif, on résume un match à la prestation d'un joueur. C'est complètement ridicule. Et du coup, le match d'hier où Kylian a été totalement invisible, eh bien, ce sont les autres qui ont fait la différence. Donc, il faut bien comprendre que l'équipe de France, c'est une équipe, ce n'est pas Kylian Mbappé face au reste du monde. Et je suis finalement assez content qu'on se rende compte que l'équipe de France, c'est 10 autres joueurs, hormis Kylian. Il a son importance, mais pas moins que le gardien Hugo Lloris, qui a fait une prestation quand même de grande qualité. Antoine Griezmann, magnifique. Et aussi les autres, c'est-à-dire notamment Tchouaméni, alors qui n'a pas fait un grand match, mais qui met un but. Et évidemment, Olivier Giroud, qui donne la victoire. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons de limiter le football à un seul joueur. Alors justement, puisqu'on parle d'équipe, s'il y a vraiment une équipe dans ce mondial qui symbolise l'esprit collectif, c'est le Maroc. Donc on voit ici l'équipe qui a été alignée hier contre le Portugal. Franchement, alors quand on voit les noms du côté du Portugal, quand même ça fait rêver. Quand on regarde les noms marocains, c'est quand même moins prestigieux. Alors évidemment, sauf Bono ou Bounou, le gardien de but, qui je crois a été élu meilleur gardien en Espagne il y a 1 ou 2 saisons. Achraf Hakimi, qu'on connaît bien puisqu'il évolue au Paris Saint-Germain. Et évidemment Hakim Ziyech, popularisé à l'Ajax d'Amsterdam, un petit peu moins brillant à Chelsea, mais quand même un super joueur, qui d'ailleurs avait pris sa retraite internationale suite à des désaccords avec Wydad Halilhodžić, et qui, heureusement pour le Maroc, est revenu dans l'effectif. La grande découverte pour nous, c'est Ounahi, joueur d'Angers. D'Angers, alors c'est un danger, mais il joue à Angers. Et pour le moment, son prix sur Transfer Market, j'ai regardé hier, c'est 3 millions d'euros. Donc je crois que si l'Olympique Lyonnais recherche un milieu de terrain box-to-box, notre ami Ounahi, il est vraiment impressionnant.
Et alors on l'aura pas pour 3 millions, hein, parce qu'après la coupe je pense que son prix aura quintuplé. Mais franchement, c'est un joueur très intéressant, qui est très physique, très rapide, et puis qui a une belle technique, une belle compréhension du jeu. Enfin franchement, je pense qu'il a plu vraiment à tout le monde. Bon, Sofiane Bouffal, on le connaît bien. Les autres, je les connais moins, hein, y compris le buteur. Mais en tout cas, cette équipe joue vraiment ensemble. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'entraîneur de cette équipe, qui donc Waïd Regragui, figurez-vous, a joué avec Olivier Giroud. Et oui, alors on le reconnaît pas bien sur la photo, notre ami Olivier Giroud sans la barbe et avec les cheveux un peu longs. Mais figurez-vous qu'en 2007, les deux étaient sous le même maillot à Grenoble, donc un parcours quand même incroyable pour ces deux personnes. Giroud devenu l'avant-centre titulaire de l'équipe de France, et Regragui donc qui lui est le coach d'une équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions. Donc vraiment un parcours phénoménal pour ces deux personnes, donc ils vont se retrouver l'un face à l'autre. Alors pas tout à fait sur le terrain pour Regragui, mais en tout cas ça va être très sympa à suivre. Voilà, donc on suivra ça mercredi soir à 20h sur TF1 et beIN Sport. Et pour les fans de l'Olympique Lyonnais, nous allons prendre notre branlée de l'après-midi à 15h face à Liverpool, donc dans la Dubai Super Cup. Je vous ferai un débrief après le match. Alors, on peut quand même espérer que nos joueurs démontrent un petit peu plus de choses que dans le match face à Arsenal, mais c'est pas évident. D'ailleurs, Laurent Blanc a déjà prévenu qu'il faudra pas s'attendre à des miracles pour ce match. L'équipe est toujours en phase de préparation physique. Et comme il se plaît à le répéter, Laurent Blanc, c'est pas lui qui a choisi ce calendrier. Et donc, pour lui, ces matchs amicaux interviennent un peu trop tôt. Donc, il voit plutôt ça comme des séances d'entraînement supplémentaires que comme des matchs. Pour lui, son objectif, c'est que l'équipe soit prête physiquement, techniquement et collectivement pour le match de Brest. Il reste encore plus de 2 semaines, puisqu'on reprend le 28, donc dans 17 jours. Il y a encore beaucoup de temps pour travailler. À savoir aussi, vu que la vente a été finalisée, est-ce qu'on aura un mercato d'hiver ambitieux ou pas? Est-ce que Textor va respecter sa parole d'injecter 40 millions dans le mercato, ce qui a quand même été mis dans les procès-verbaux d'Assemblée Générale du club? Donc on va suivre ça avec intérêt. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus tard dans la journée pour le débrief de Liverpool Olympique Lyonnais. Merci, au revoir.